Comment penser la complexité? Et la complexité permet-elle de tout expliquer? Et d'ailleurs, cette complexité est-elle un nouveau concept? Eh bien, c'est à ces questions et à d'autres que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Mais ça sera après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit livre d'Edgar Morin qui s'appelle Introduction à la pensée complexe. Alors, ce livre est sorti en 1990, hein, c'est-à-dire, on sait que le grand œuvre d'Edgar Morin, c'est La méthode. Hein, donc, La méthode, c'est vraiment, là, j'ai une édition complète, c'est vraiment deux gros pavés. Enfin, là, c'est en deux volumes, hein, mais en fait, il y a 6 ou 7 livres dedans. Et donc la méthode est parue en plusieurs volumes, donc au cours entre les années 1977 et 2006. Et donc la pensée complexe étant sortie, enfin l'introduction à la pensée complexe étant sortie en 1990, c'est à peu près au milieu de l'apparition de la méthode. Alors ce petit livre, très dense, on va voir, mais c'est un recueil en fait de plusieurs textes sur le sujet qui ont été rassemblés donc, pour constituer un livre. Alors, comme je le disais, c'est un livre assez dense, hein, il y a beaucoup d'idées dedans, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à le lire. Hein. Je vous mettrai un lien en bas dans la description de la vidéo pour pouvoir vous le procurer. Et moi, je vais essayer je vais faire une sélection dans les différentes idées qui sont dans ce livre de façon à pouvoir expliquer ce qu'est donc la pensée complexe. Alors, Edgar Morin, dès le début du livre, dès les avant-propos, dit des choses tout à fait intéressantes. En particulier, dit que la complexité, en tout cas ce qui est complexe, c'est ce qui ne peut pas se résumer en un seul mot. C'est ce qu'on ne peut pas, justement, peut-être conceptualiser. On parlera de la question de la relation entre la complexité et les concepts en conclusion. Mais donc, c'est complexe qu'on ne peut pas juste dire, ben voilà, c'est comme ça. Et, euh, et donc, en fait, et là, il a une phrase que je trouve tout à fait intéressante. Il dit, la complexité est un mot problème, un mot, M-O-T, hein, problème, et non un mot solution. Hein. C'est-à-dire que euh, la complexité ne va pas apporter des solutions pour expliquer des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, mais ça va plutôt nous inciter à les penser autrement. Hein. C'est ce qu'il appelle donc un mot problème. Hein. C'est un mot qui montre que quand on veut simplifier, ben, il y a un problème. Voilà. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une idée, je trouve assez intéressante, hein, ce qui prouve que, enfin, donc, je ne vais pas en une vidéo, voilà, vous donner une recette de cuisine sur comment penser les choses complexes, mais c'est plutôt une incitation à changer notre façon de penser. Et dans cet avant-propos aussi, Edgar Morin veut dissiper deux illusions qu'on pourrait avoir sur le problème de la pensée complexe. Alors, la première illusion, c'est de croire que la complexité conduit à éliminer la simplicité. Hein. Euh, Or, en fait, ce n'est pas du tout le cas. On peut dire que la simplicité, elle est fille de Descartes. Hein. C'est-à-dire que Descartes s'était dit, si j'ai un problème justement que je n'arrive pas à résoudre, donc on peut dire une sorte de problème complexe, ben je vais le décomposer en petites parties que, je sais résoudre. Je sais résoudre ces petites parties, donc si je résous toutes les parties du problème, ben je vais avoir résolu le problème. On pourrait dire que ça s'oppose à ça. Or, en fait, non. La complexité, d'ailleurs, est fille c'est parce qu'on décompose en parties et qu'on se rend compte que ça ne marche pas bien,
qu'on doit introduire la notion de complexité. Mais malgré tout, on ne va pas se priver de la compréhension des parties pour comprendre le tout. On va juste prendre en compte que ça ne suffit pas. Voilà. Donc c'est pour ça que la complexité ne réduit pas la simplicité. Elle veut simplement la compléter par une prise en compte, en particulier, des relations qui existent entre les parties. C'est-à-dire que si on regarde chaque partie séparément, ce qu'on ne voit pas, c'est les relations entre les parties et ce que ça change au fonctionnement du tout. La deuxième illusion, c'est de confondre complexité et complétude. La complétude, c'est un peu la volonté de tout expliquer, une approche holiste, c'est-à-dire de vouloir tout expliquer. Or, justement, dans la complexité, ce n'est pas la complétude qui serait la prétention de la complexité, de la pensée complexe, c'est plutôt la prise en compte de notre finitude. Nous ne pouvons pas tout expliquer. Donc, en fait, la complexité ne prétend pas tout expliquer, elle prétend juste nous aider, enfin la pensée complexe, la prise en compte de la complexité, à nous aider à mieux comprendre le fonctionnement d'un système dit complexe. Alors comment est apparue cette idée de complexité? Alors moi j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je parlais de ce texte Science and Complexity de Warren Weaver, qui déjà nous montrait que des sciences ou des sciences isolées, la sociologie, la biologie, etc., ne permettent pas de comprendre certaines situations complexes et qu'il fallait au contraire faire des équipes pluridisciplinaires pour mieux appréhender justement tous les aspects d'une situation complexe. Il semble qu'Edgar Morin fait assez peu référence, enfin moi j'ai pas trouvé de référence à cet article, Science and Complexity chez Edgar Morin. Alors j'ai pas tout lu, donc il est possible qu'il en parle. Mais lui fait plutôt référence à tous les travaux qui ont été faits dans les années 60 sur la cybernétique, la théorie des systèmes, donc qui sont en effet des études qui ont été faites pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les systèmes. Donc, et en effet, d'ailleurs, on parle assez souvent de systèmes complexes. Quand on veut parler de complexité, on parle de systèmes complexes. Mais donc, c'est lié aux études qui ont été faites surtout aux États-Unis. D'ailleurs, Edgar Morin est parti étudier en Californie dans ces années-là, dans les années 60. Je crois que c'est les années 60. Pour justement travailler sur la théorie des systèmes et la cybernétique. Alors, une idée très importante dans les études de la complexité, sur la complexité plutôt, c'est l'idée de système ouvert. C'est-à-dire que les systèmes complexes sont généralement, et c'est cela qui nous intéresse en fait, des systèmes ouverts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermés sur eux-mêmes, ils ne sont pas autonomes, ils sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils interagissent avec leur milieu. Et on voit bien tout de suite que donc, le système complexe déjà est constitué par des composants, des individus, des cellules qui interagissent entre elles, mais qu'en plus le système lui-même interagit avec son milieu. Donc on voit bien que là, on voit se mettre en place une chaîne de systèmes complexes. C'est-à-dire que, et ça on le comprend bien, une cellule vivante, par exemple, c'est déjà en soi un système complexe. Et puis, elles sont regroupées dans des organes qui eux-mêmes sont des systèmes complexes, tous les organes constituent des êtres vivants, qui sont des systèmes complexes, etc. Puis après, on arrive à des biosystèmes, des écosystèmes. Ce sont là, on voit bien des enchevêtrements de systèmes complexes qui sont ouverts sur l'extérieur. Une cellule, elle n'est pas entièrement fermée. Elle interagit, elle se nourrit, elle a des déjections, etc. Un corps humain, il se nourrit, il respire, il agit sur son milieu. Donc il n'est pas fermé, il est ouvert. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce qui va en particulier créer les mécanismes d'évolution.
hein, ou de changement. C'est-à-dire que, de fait de cette interaction, eh bien, le système ouvert va se modifier et va modifier son environnement. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure sur cette boucle comme ça d'interaction. Mais donc, un système complexe est un système ouvert. Donc il est très important de prendre en compte cette ouverture si on veut le comprendre. Alors bon, bien entendu, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas détailler tout ce qu'on peut trouver dans ce livre, mais il y a une partie que j'ai trouvée particulièrement intéressante, où Edgar Morin nous décrit 3 principes qui peuvent nous aider à penser la complexité. Alors, ces 3 principes sont la dialogique, la récursion organisationnelle et le principe hologrammatique. Pardon. Alors, donc premier principe, le principe dialogique. Alors, le principe dialogique, ça consiste à dire qu'il peut y avoir 2, mais moi je pense qu'on peut l'étendre à plusieurs, logiques qui sont présentes dans un système complexe. Alors, Edgar Morin prend l'exemple de la cellule. Dans une cellule vivante, il y a 2 logiques. Il y a la logique de l'ADN, qui est une logique de stabilité de la reproduction, hein, ou de la production de protéines. C'est-à-dire que normalement, bon après il y a toujours des petites erreurs, hein, on sait la place des erreurs dans le processus d'évolution, mais l'ADN permet de produire toujours les mêmes protéines. Donc ça, c'est un principe de stabilité. Puis il y a aussi un principe qui est justement le principe des protéines, qui, elles, disparaissent et sont recréées continuellement. Donc là, on est dans une forme d'instabilité. Mais grâce à l'ADN, cette instabilité est maîtrisée par le principe de stabilité donc de l'ADN. Et donc ça c'est important de comprendre que il peut y avoir dans un système complexe donc 2 ou plusieurs logiques, ou qui s'affrontent, ou qui se complètent, ou qui sont tout ce qu'on veut, mais qui sont présentes en même temps. C'est-à-dire que ce principe dialogique, j'ai envie de dire, remplace le « ou » par le « et ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, dans tel système complexe, c'est par exemple l'ADN qui décide, hein, donc le principe de stabilité, ou non, ou c'est le principe d'instabilité. Non, c'est les 2 en même temps. C'est le « et ». Et en même temps et en boucle. Hein, on a bien vu que c'est... Donc ça, c'est vraiment très important, parce qu'en fait, quand on regarde certaines situations complexes, une situation de la société par exemple, vous allez avoir plusieurs intervenants qui vont vous dire oui, alors la cause ou l'explication, c'est celle-ci. Puis il y en a un autre qui va vous dire non, mais l'explication, c'est celle-là. Ou un troisième qui va vous dire l'explication, c'est une troisième explication. Et en fait, quand on réfléchit ou quand on examine les arguments des uns et des autres, on se rend compte que, en quelque sorte, tout le monde a raison. Hein. C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs logiques, plusieurs chaînes causales qui se sont superposées dans un événement ou pour créer une situation. Ouais. Donc, c'est un principe, j'ai envie de dire, d'ouverture de l'esprit aussi, ce principe dialogique. Hein. On ne s'enferme pas dans une seule explication, mais on cherche à voir toutes les formes d'explication possibles. La dialogique dit, oui, il y a toutes ces logiques d'interprétation, tous ces phénomènes, toutes ces chaînes causales qui ont coexisté pour créer cette situation-là. Donc ça, c'est le premier principe, c'est le principe dialogique. Le deuxième principe, donc, c'est celui que Edgar Morin appelle la récursion organisationnelle. Alors, la récursion, c'est un principe qui existe en mathématiques. Hein. Par exemple, quand on fait des analyses des séries, par exemple, hein, quand on regarde la relation entre une fonction de n et une fonction de n plus 1, souvent on utilise la récursion pour faire ce genre de démonstration. C'est-à-dire que dans une chaîne de récursion, l'idée,
c'est qu'on on a une fonction ou un processus, et la sortie de la fonction est réinjectée à l'entrée. Vous voyez, donc il y a une boucle comme ça euh, de réinjection de la sortie vers l'entrée, de récursion. Lui prend le principe du tourbillon, hein, c'est-à-dire que bon, bah, dans un tourbillon, l'entrée et la sortie, d'ailleurs, on a du mal à les discerner. Hein. Et chaque moment du tourbillon est à la fois producteur du moment suivant et produit par le moment précédent. Euh, ça c'est intéressant parce que ça permet d'expliquer euh, quelque chose qui est important dans les systèmes complexes, c'est l'idée d'auto-organisation. C'est-à-dire qu'un être vivant, donc c'est un système complexe, hein, c'est vraiment l'exemple typique de système complexe, et un être vivant, c'est quand même quelque chose d'assez stable. C'est-à-dire justement, alors, à la fin, il meurt, bien sûr, mais pendant sa vie, c'est stable. Il y a des mécanismes qui assurent la stabilité des êtres vivants. Et ça, c'est des mécanismes de rétroaction, donc de boucles comme ça, comme on a dit, de récursion, hein, ou de rétroaction. Hein, c'est-à-dire que si une grandeur métabolique grossit trop ou grandit trop, il va y avoir des mécanismes pour la stabiliser et la faire baisser. Hein. Donc, c'est ce qui permet à des organismes vivants, mais à des sociétés et tout, d'avoir une certaine stabilité. Alors, cette stabilité, elle est généralement dynamique. C'est-à-dire qu'elle est stable, mais elle évolue. Hein. Un être vivant, il vieillit. Enfin, il y a un moment donné, il accroît ses capacités, hein, pendant l'enfance, l'adolescence, même la jeunesse, tout ça. On est dans une phase de croissance des capacités, puis après, on est plutôt dans une phase de décroissance des capacités. Donc, c'est pas un équilibre statique. Hein, cette auto-organisation n'est pas du tout statique, elle est dynamique, mais grâce à la récursion, il y a quand même une certaine stabilité. Ce n'est pas un effondrement. Hein, le processus de vieillissement, hein, qui démarre à peu près autour de 25-30 ans, par exemple, chez les êtres humains, ce n'est pas un effondrement. Ça dure pendant des dizaines d'années. Bon, à la fin, malheureusement, il y a une forme d'effondrement. Mais vous voyez, on voit bien que euh, la rétroaction, cette récursion, permet d'assurer une certaine stabilité. C'est sa fonction. Et des récursions comme ça, des boucles de rétroaction, on peut en trouver beaucoup. Mais si on prend en économie, la fameuse loi de l'offre et de la demande, c'est une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que l'offre influe la demande et la demande influe l'offre. Donc ça boucle comme ça, pour apporter une certaine stabilité au marché. Encore une fois, c'est une stabilité dynamique, et aussi, bien entendu, dès qu'on prend des exemples en économie, il y a toujours une certaine polémique tout de suite qui s'installe, disant oui, mais il n'y a pas que l'offre et la demande, ça n'explique pas tout. Tout à fait. Et là, c'est le principe dialogique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une logique de l'offre et la demande, mais il y a d'autres logiques aussi qui s'appliquent en économie. C'est-à-dire que l'offre et la demande n'expliquent pas tout en économie. C'est pas ça du tout. En prenant cet exemple-là, je ne dis pas que ça explique tout. Simplement, ça explique une partie des phénomènes et une partie des stabilités des systèmes économiques. Même s'il y a des crises, bien entendu, encore une fois. Vous voyez, il faut toujours, dans la pensée complexe, c'est toujours le « et ». Il ne faut pas ne regarder que l'aspect crise, il faut aussi regarder l'aspect stabilité. C'est comme, comme un être humain, oui, il finit par vieillir et par mourir, mais il y a quand même une forme de stabilité. Ouais. Et ça, c'est vrai des écosystèmes. Les écosystèmes, ils peuvent disparaître, les espèces disparaître, mais malgré tout, il y a des formes de stabilité, etc. Vous voyez, et la stabilité est apportée par les boucles de rétroaction, hein, ou la récursion organisationnelle. Et c'est très important quand on veut penser un système, je pense en politique par exemple, quand on veut penser un système politique, une organisation politique, il faut toujours se demander quelles sont les boucles de rétroaction. Qu'est-ce qui va assurer la stabilité du système? Oui. C'est parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des sources d'instabilité, ne serait-ce que parce qu'il y a des interactions avec l'extérieur ou des sources d'instabilité interne
qu'est-ce qui va assurer la stabilité du système, et donc cette forme d'auto-organisation. Vous voyez, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que bah, ces principes-là nous permettent de comprendre le fonctionnement et peut-être de concevoir des systèmes complexes. Alors, le troisième principe, c'est le principe donc hologrammatique, c'est-à-dire c'est l'idée, donc l'hologramme, on sait que c'est des mécanismes optiques un peu, dans lesquels on peut reproduire comme ça comment dire, des images en trois dimensions, mais un des principes de l'hologramme, c'est que le tout est compris dans la partie dans le tout. Voilà. Et ça, bah, on revient un peu à cette idée de récursion, hein, mais c'est cette idée de la relation entre la partie et le tout. Hein. On ne peut pas isoler, et on en revient à cette idée aussi on ne peut pas isoler le principe cartésien. On peut le faire dans un but d'analyse, mais il faut toujours avoir à l'idée qu'il y a un tout, hein, et que le tout influe sur la partie, et la partie sur le tout. Ça, c'est le principe donc hologrammatique. Mais comme le dit, Edgar Morin lui-même, il dit dans l'idée hologrammatique, hein, elle est elle-même liée à l'idée récursive, qui elle-même est liée à l'idée dialogique en partie. Donc ces trois principes, il ne faut pas encore une fois bien les séparer. On peut très bien considérer qu'ils forment un grand principe et que c'est là aussi trois façons de voir le principe de fonctionnement des systèmes complexes. Bon, mais ça permet de mieux les analyser. Donc nous voilà arrivés au terme de cette vidéo et je voulais en guise de conclusion vous faire part d'une petite réflexion plus personnelle peut-être sur la relation qui existe entre donc la pensée complexe ou la pensée sur la complexité et la philosophie en général. En philosophie, pour reprendre l'expression assez connue de Deleuze, la philosophie, ça consiste à fabriquer des concepts. Ces concepts sont des idées qui prétendent décrire une partie du réel, et quand on les regarde à la lumière de la complexité, on voit bien que le problème des concepts, c'est qu'ils sont parfaitement définis, parfaitement délimités et très stables. La liberté, c'est la liberté. L'égalité, on va réfléchir à l'égalité, etc. La justice, ou la beauté, enfin bon. Or, on a vu que, on peut dire que chaque concept étudie ou réfléchit sur une partie du réel. Donc, si on prend une logique cartésienne, on a décomposé le réel en différents concepts, et on va étudier chacun des concepts, et on se dit que, en ayant étudié tous les concepts, on va finir par comprendre le réel. La complexité introduit une autre dimension. La complexité introduit la question de la relation entre les différents concepts, et surtout d'une relation dynamique. On l'a vu avec les principes de dialogique, mais surtout de rétroaction, de récursivité. Comment les différentes parties interagissent et rebouclent. Donc, c'est une vision, j'ai envie de dire, peut-être plus dynamique de la philosophie. C'est-à-dire, mais encore une fois, comme on l'avait vu par rapport à Descartes, la complexité ne prétend pas remplacer la simplicité, ou ne prétend pas la simplicité, la simplification par le concept. Elle dit attention, ça ne suffit pas. Il faut aussi introduire la dimension dynamique de la relation, de la superposition. On a le principe dialogique qui est un principe de superposition par rapport à ces concepts. Donc, je pense réellement, et c'est en cela que la complexité, je ne veux pas dire que ça révolutionne la philosophie, mais vraiment ça l'invite à changer sa méthode de fonctionnement. C'est à mon avis pas pour rien que, encore une fois, Edgar Morin, son grand œuvre s'appelle La méthode. C'est qu'il y a c'est une référence à la méthode de Descartes, bien entendu, la méthode de Descartes décompose le réel en parties, et c'est indispensable, on est obligé de le faire.
Mais dans l'idée de complexité, il y a l'idée de repartir de ces parties pour essayer de comprendre le tout. À travers, on a vu plusieurs principes. Donc c'est vraiment une question de méthode, la complexité. Comme on l'a dit au tout début, ça n'apporte pas de solution, ça n'est pas un mot solution, c'est un mot problème, mais on pourrait dire aussi c'est un mot méthode. C'est une nouvelle méthode qui apporte de nouveaux principes de réflexion et pour essayer de mieux appréhender le réel. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois de votre attention. Nous sommes arrivés donc là vraiment à la fin de cette vidéo. La bibliographie, elle est simple. C'est ce petit livre. Je vous mettrai encore une fois, je vous l'avais dit, la description, les références dans la description. Ceux qui veulent aller plus loin, il y a la méthode d'Edgar Morin. Il y a d'autres livres dont je parlerai sans doute dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la récompenser avec un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, la partager avec toutes les personnes que vous connaissez qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce thème. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.